Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce soir de Tempête, Benjamin. On va parler de sécurité. Alors, on va procéder en deux parties. La première partie, je vais vous faire une petite présentation globale à la fois du constat et à la fois des propositions qu'on met en œuvre. Et puis, vous pourrez ensuite poser vos questions par le chat, c'est-à-dire en pianotant sur votre téléphone, sur votre iPad, sur votre ordinateur, que sais-je, et je répondrai évidemment à toutes ces questions. Donc, on va attendre, là, la technique me dit, on va attendre quelques minutes afin que tout le monde se connecte correctement. Effectivement, on peut toujours être un peu surpris parce qu'il faut, sur certains appareils, il faut télécharger une application d'abord pour ensuite être dans la conférence par le web, qui est un outil plutôt pratique et que vous pratiquez souvent d'ailleurs désormais dans vos entreprises, dans vos différents travail, etc. Donc, vous ne serez pas surpris de ce fonctionnement. J'en profite puisque quand même certains sont arrivés, d'autres vont arriver. Ce webinaire, il est le fruit d'un travail collectif. Notre équipe de campagne s'est organisée en plusieurs secteurs et plusieurs ateliers. Et donc, il y avait un atelier spécifique sur la sécurité. Je donne les noms parce que je les remercie vivement des nombreuses réunions qui ont eu lieu, souvent de façon nocturne, enfin en tous les cas tard dans les soirées. Et donc, c'est le travail de chacun. Donc, sous la direction d'Éric Brûlé, qui a produit la présentation. Éric Brûlé, donc, Pascal Courtary, André Floret, Patricia Prochasson, Hélène Milot, Julien Hérault, Louis Alluchon et Marion Nicolet-Cabane, qui dirige la campagne et qui, évidemment, a contribué largement à ce dossier. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par une présentation que je vais essayer de faire la plus courte possible pour qu'elle soit, j'espère, pas ennuyeuse. Mais vous verrez, elle est assez variée et fournie et vous pouvez poser toutes les questions que vous voudrez ensuite. Alors, on y va. J'espère que vous voyez bien, vous avez accès au chat, hein, donc si vous avez des difficultés, vous nous en faites part. Et donc, on va commencer par cette présentation, par un constat, c'est-à-dire où en sommes-nous? C'est-à-dire où est-ce que la sécurité à Tours, quelle en est à la fois la réalité et quelle est la perception? Alors, pourquoi la réalité et la perception? Parce que la perception, on a fait ce qu'on appelle un scrapping. Un scrapping, c'est aller sur les réseaux sociaux et détecter tous les mots-clés autour de la sécurité, quartier par quartier. Alors, on a un petit problème technique, on me dit. Donc, c'est là, vous êtes. Alors, on va essayer de corriger ça assez rapidement. Bon, quand on est dans une réunion publique, c'est les micros qui ne fonctionnent pas. Et là, c'est la présentation qui n'apparaît pas. C'est pas faute d'avoir essayé avant, mais on n'a pas la présentation. Donc, effectivement, la vie va devenir plus compliquée. Donc, petit problème technique. Je vais vous parler du scrapping. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un scrapping? C'est une façon d'aller sur les réseaux sociaux, de détecter tous les éléments de langage, quartier par quartier. C'est 8500 posts qui ont été analysés. Alors, attention, ça n'a ni valeur scientifique, ni valeur statistique. C'est juste un reflet de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, quartier par quartier. Comment on a fait quartier par quartier? On a seulement pris les posts où les gens nommaient leur quartier. Donc, vous allez voir apparaître des quartiers. Il n'y a pas tous les quartiers de Tours. Il y a des quartiers de Tours que vous pourrez estimer mal nommés, mais c'est ceux qu'on a trouvés sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez que
vous avez 4 couleurs. En orange, la sécurité, en bleu, la propreté, en vert, le cadre de vie, et en jaune, la mobilité. Et donc, vous voyez que la sécurité, arrive en tête dans 3 quartiers, le Sanitas, les Fontaines et les Douais. Vous voyez aussi qu'elle arrive malheureusement bien placée dans d'autres quartiers, à Gramont et ailleurs. Donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu quand même de ce que sont, de comment se reflète la sécurité, comment elle est ressentie à Tours. Ça donc c'est on va dire que c'est un ressenti, hein, et vous l'avez sous les yeux. Alors, on a extrait quelques posts, toujours pareil, ont été piochés hein, dans les réseaux sociaux. Donc encore une fois, ça n'a pas valeur statistique ou scientifique, mais de ressenti. Vous pouvez dire comme moi, à Europe c'est calme, mais dès qu'il fait nuit, on évite les chemins derrière les immeubles. Ça, c'est à l'Europe. Centre-ville, on a besoin d'un vrai éclairage dans les petites rues du centre. Donc ça, je pense que tout le monde a pu le constater aussi. À chaque fois qu'on croise des Tourangais et Tourangeaux, ils nous le signifient. Trop de voitures qui roulent à fond dans les rues résidentielles sans aucun contrôle. Ça aussi, c'est un sujet qui revient extrêmement régulièrement, notamment et principalement dans les rues de liaison où la nuit, les voitures roulent très vite quand des fois d'autres aussi font la course, c'est ce qui n'est pas une bonne idée. Et puis, le quatrième et dernier, pour pas vous assommer, c'est les rodéos de scooters aux fontaines. C'est la folie, surtout la nuit. Et d'ailleurs, si vous regardez cette photo, vous verrez que en fond de photo, nous sommes aux fontaines. Vous avez 2 voitures brûlées et malheureusement, ces 2 voitures brûlées sont là depuis plusieurs semaines. Ce qui là aussi n'est jamais bon pour l'ambiance d'un quartier, de passer tous les jours, d'aller prendre son bus ou d'aller au travail et de voir des voitures brûlées devant chez soi. Voilà, ça c'était pour le sentiment général qu'il y a autour de la sécurité. Ensuite, on va maintenant aborder les chiffres. Alors ces chiffres-là, c'est plus un ressenti, mais c'est des réalités qui sont basées sur les chiffres officiels. Alors, comment on a procédé? On a comparé, vous allez voir, c'est assez simple. On a comparé la ville de Tours, qui est en verte toujours, normal. On a comparé les villes de même taille et on a comparé avec notre ville jumelle de la région Centre-Val de Loire, qui est Orléans. Alors, les villes de même taille, je vous les donne, parce que c'est important, c'est Angers, Dijon, Brest, Nîmes, Clermont, Le Mans et Amiens. Et encore une fois, les villes de même taille ont été choisies par les sites officiels du ministère de l'Intérieur et les différents sites de statistiques. Et ces villes de même taille sont à peu près toutes, vous le savez, des métropoles, même si certaines n'en ont pas exactement le statut juridique. Donc, la première page, c'est les vols violents sans armes. Tours en vert est toujours la référence. Et donc, vous voyez que par rapport, alors d'abord, malheureusement, on est les premiers, et on est le double de la ville d'Orléans. Ensuite, les vols dans les véhicules. Évidemment, ce n'est pas une infraction terrible. Et qu'est-ce que c'est pénible, qu'est-ce que c'est gênant et quel sentiment ça nous donne. Et nous qui voulons être une ville touristique, vous imaginez que ce n'est pas un bon cas de figure. Là aussi, malheureusement, on fait le double d'Orléans. On voit que les villes de même taille sont assez proches finalement d'Orléans aussi, ce qui veut dire qu'on est vraiment le mauvais élève. Ensuite, les violences sexuelles. Je vais dire que là aussi, on est en tête. Et vous le voyez, alors, on voit que les villes de même taille, on est largement supérieur. On voit que statistiquement, en tous les cas, c'est approchant d'Orléans, mais je ne crois pas qu'il faille s'en féliciter. Et puis ensuite, coups et blessures en dehors du cadre familial. Donc ça, c'est une valeur aussi, comme vous l'avez vu sur les autres, pour 1000 habitants. Et là aussi, on est dans un chiffre de référence qui est supérieur aux autres comparatifs, puisque Orléans est à moins 28% par rapport à nous, et les villes de même taille sont à moins 22%. Les vols sans violence contre des personnes, malheureusement, c'est à peu près quasiment toujours la même punition. On est le double d'Orléans, x2, et on est largement, malheureusement, au-dessus des villes de même taille, puisque
elles sont inférieures par rapport à notre référence de 30%. Trafic de stupéfiants. Alors, ce trafic de stupéfiants, c'est un peu différent. On va avoir 2 pages là. Vous allez voir que on est moins mauvais élève. Ça ne veut pas dire qu'on est bon élève, hein. Attention. On est moins mauvais élève par rapport, vous le voyez, aux villes de même taille, qui font un chiffre qui est supérieur au nôtre de 50%, et Orléans, là aussi, qui est un peu inférieur. Alors, pour Orléans, on peut aussi un peu moduler sur ce sujet de trafic de stupéfiants parce qu'on sait aussi, notamment que les universités, les facs, la vie nocturne n'est pas toujours dans le centre d'Orléans. Elle est aussi ailleurs. Donc, je pense qu'il faut avoir une honnêteté intellectuelle quand on présente des chiffres de façon à ce que ce soit très clair. Et puis, deuxième page, c'est l'usage des stupéfiants. Là encore, vous le voyez, les villes de même taille sont supérieures à nous de 30%, même si Orléans est inférieur à nous pour une ville qui est notre ville, je le répète ici, ville jumelle de même taille et de région Centre-Val de Loire. Voilà pour les constats qui ont été faits et qui donnent une idée de ce que nous sommes par rapport aux autres villes. Alors, maintenant, on va regarder rapidement, faire un petit benchmark, comme on dit, une petite comparaison avec notre ville sœur d'Orléans. Donc, sur le budget, je rappelle quand même ici que Tours est une ville de 135 000 habitants et que Orléans a 20 000 habitants de moins, la ville-centre. Donc, vous voyez qu'en pourcentage, c'est un sujet. Puisque le budget sécurité de Tours, c'est 7 millions d'euros, donc on a pris les chiffres officiels des budgets des 2 villes, et que pour Orléans, c'est 9,5 millions d'euros. Que par rapport au budget de fonctionnement, le budget de fonctionnement, c'est l'ensemble du fonctionnement de la commune dans les différents sujets, les écoles et l'état civil, enfin, et tous ces sujets, et y compris la sécurité. Donc, vous voyez qu'on y consacre 2,84% de notre budget, ce qui n'est pas beaucoup, et Orléans 5%. Et le budget par habitant, c'est pour ça que je vous disais que Orléans est une ville moins peuplée que nous. On n'est pas du simple au double, mais on n'en est pas loin, puisqu'on consacre grosso modo 40 euros par habitant pour le budget sécurité et que Orléans en consacre 70 euros. Toujours dans un comparatif avec Orléans, on va voir maintenant les policiers municipaux. Alors, les chiffres qui sont là sont les chiffres qui sont au budget de la ville. La réalité n'est pas exactement celle-là. Donc, les policiers municipaux, on est censé en avoir 100, Orléans 103. À date, aujourd'hui, il y a 90 policiers municipaux. 90. Voilà. Pourquoi? Parce que le recrutement des policiers municipaux a été un temps très délicat pour différentes raisons qu'on ne va pas détailler ce soir. Et c'est toujours quelque chose d'important puisque les villes s'arrachent les policiers municipaux, qu'il faut les former assez longtemps et que la municipalité actuelle n'a pas réussi à monter en puissance sur ce sujet. Et vous voyez d'ailleurs que ça fait une différence là aussi en nombre de policiers pour 1000 habitants, puisque c'est 0,7 pour Tours et 0,9 pour Orléans. Caméras de vidéoprotection, il y en a 174, ça a un peu augmenté pendant le mandat de la municipalité actuelle, alors qu'ils avaient dit qu'ils ne augmenteraient pas du tout. C'est toujours étonnant, cette différence entre les promesses électorales et la réalité, puisque de mémoire, on est passé de 120 à 174. Et puis, pour Orléans, vous voyez que c'est largement supérieur aussi, puisque c'est 360. Alors, ça mérite quelques explications encore. C'est que ce sont des caméras qui sont les caméras qui sont sur la voie publique. En réalité, dans les 2 villes, il y a plus de caméras. Pourquoi? Parce que il y a aussi qui arrive au centre de supervision urbain, puisque il y a des caméras des transports publics qui arrivent au centre de supervision urbain et il y a aussi les caméras qui sont sur les bâtiments administratifs. Donc en fait, le nombre de caméras disponibles, elles sont fixes, elles sont rarement dans la rue est supérieur à ce montant. Donc voilà pour les caméras. Pour la suite, donc, on va maintenant passer au plan d'action global pour, vous le voyez, réduire les incivilités et renforcer la sécurité. Alors,
Vous dire ici que c'est un ensemble de choses. La sécurité, c'est un ensemble de dispositifs qui sont évidemment peut-être ce qu'on imagine le plus euh, clair dans son esprit, le policier dans la rue qu'on voit. Bon. Mais c'est aussi un ensemble de choses qui fait que il y a plus de sécurité et que qu'on se sent plus en sécurité. Donc, la première mesure, les premières mesures, pardon, elles sont d'ordre global, mais elles jouent un rôle extrêmement important sur la sécurité. La première mesure, c'est évidemment, enfin évidemment, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est un éclairage public pour la ville toute la nuit, sans exception. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, puisque, soi-disant, la ville, il avait été éteint des lumières parce que ça consommait beaucoup. Ce qui est vrai, et que l'éclairage n'était pas très modulable. Ce qui est vrai aussi. Donc, ce que je propose ce soir, que j'ai déjà proposé, je vous signale d'ailleurs que vous pouvez retrouver toutes les mesures chiffrées sur tourpourtous.fr. Si vous voulez vous référer à chacune de ces mesures, dans chacune de ces mesures, vous avez le contexte, vous avez la mesure, vous avez sa mise en application et vous avez son budget. Donc l'objectif de l'éclairage public, c'est de passer dans le temps du mandat à une totalité d'éclairage LED. Pourquoi? Parce que l'éclairage LED, ça consomme moins. Vous l'avez fait chez vous, souvent. Ensuite, on peut moduler, c'est-à-dire qu'on peut l'allumer, l'éteindre quand on veut, on peut baisser la luminosité, on peut l'augmenter. Bref, c'est extrêmement modulable et c'est pratique. Ça coûte cher parce que on a pris beaucoup de retard. Le prix pour l'ensemble de l'éclairage public, parce que c'est un budget métropolitain, le prix pour l'ensemble de public, c'est 29 millions d'euros pour changer la totalité des ampoules. Sur ces 27 millions d'euros, il y a 19 millions d'euros pour la ville de Tours. Et je pense que l'investissement sur la totalité du mandat mérite qu'on éclaire toutes les villes. Ensuite, l'éclairage public, c'est la voirie. La voirie, elle joue un rôle très important dans la sécurité. Pourquoi? Parce que on aime que nos trottoirs soient dégagés, on aime que nos rues soient plus praticables, et ça donne un sentiment aussi d'esthétisme, de beauté qui fait que ça réduit là aussi la problématique sécuritaire. Ce que je propose, c'est qu'on multiplie par 3 le budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 5 millions d'euros de budget annuel sur la voirie. Je propose qu'on passe à 15 millions d'euros de budget annuel pour la voirie. Et je voudrais avoir, je ne vais pas détailler ici ce qu'on pourrait faire, mais je vais quand même détailler un sujet, qui est le sujet des piétons. Je souhaite que désormais, comme le font beaucoup de villes, on mettra les photos qu'il faut sur le site internet, que les passages piétons soient à la hauteur des trottoirs. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur un trottoir, vous descendez du trottoir, même s'il y a des abaissements qui ont été consentis, il faut quand même descendre du trottoir pour aller sur la rue. L'objectif désormais, c'est que quand vous êtes sur un passage piéton, vous ne descendez plus du trottoir, la surface est totalement plane. Ce qui fait qu'on crée une plateforme. Les voitures, alors on crée une plateforme douce, hein, il ne s'agit pas d'arrêter les voitures, ni les vélos, les motos, etc. Au contraire, c'est de faire des plateformes avec un accès relativement doux, mais de façon à ce que les gens qui sont sur les trottoirs puissent circuler aisément. Et évidemment, vous comprendrez bien que toutes les personnes qui ont une mobilité un peu plus réduite dans la vie vont trouver cela formidable. Donc, on multiplie par 3 le budget de la voirie. Ensuite, la propreté. Là aussi, au-delà de la sécurité, le sentiment d'une ville sale, et ça, Dieu sait que vous êtes des dizaines et des centaines à nous le redire, une ville sale, ça donne un sentiment qui est mauvais, et quelque part, le sale attire le sale, et ça, on le sait. Donc, il faut vraiment réformer la propreté qui est à Tours. Alors, la propreté, c'est un gros budget. La propreté, c'est un sujet un peu étonnant puisque c'est pas un budget ni communal ni intercommunal. La propreté, c'est un budget, c'est un service commun entre la ville de Joué-les-Tours et la ville de Tours qui est opéré par la métropole. Et ce que je propose ici, après avoir parlé avec les agents,
c'est d'avoir un matériel supérieur et que les agents soient formés sur un matériel de meilleure qualité et bien formés de façon à pouvoir travailler de façon plus efficace. La deuxième mesure, parce que en fait, ce qui vous gêne beaucoup sur la saleté, c'est évidemment que la saleté, vous la voyez et que vous en êtes, vous la déplorez. Mais c'est aussi que vous ne voyez pas très bien comment ça fonctionne. Quand on ramasse vos déchets, vos poubelles, euh, la noire, la verte, la jaune, vous savez quand vous mettez votre poubelle dans la rue. Là, en fait, vous savez jamais quand votre rue est nettoyée. Et en fait, ça vous rend un peu chèvre, et moi aussi, parce que quand vous la voyez sale, bah, le premier réflexe que vous avez, moi aussi, c'est de dire, bah, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas passés. Donc l'objectif, c'est d'avoir un agenda public du nettoyage des rues. Comme ça, vous pouvez constater, d'abord, si votre rue a été nettoyée ou pas nettoyée. Et puis, ça vous donne une idée. Si votre rue n'a pas été nettoyée depuis une semaine, ce qui peut arriver, vous pouvez comprendre qu'elle est un peu plus sale. Ça peut expliquer les choses. Expliquer les choses, pardon. Ça ne les excuse pas, mais en tous les cas, ça les explique et ça vous permet de voir clairement ce qui se fait. Donc, sur l'ensemble global de notre cadre de vie, ce qui est important, on le répète, c'est l'éclairage. 19 millions d'euros sur la totalité du mandat. C'est la voirie, une augmentation, on multiplie par 3 le budget de la voirie. C'est un agenda public du nettoyage des rues et une augmentation du budget pour l'achat du matériel. Sachant que je vous l'ai dit, c'était géré par la métropole pour le compte de la ville de Joué et pour la ville de Tours. Ensuite, une fois que ce cadre public est posé de façon plus importante, il faut rentrer dans le domaine de la sécurité, proprement dit. Et essayer de ne pas dire trop de bêtises sur un sujet où chacun a un avis parfois tranché et sans véritable travail sur le sujet et en tous les cas de faisabilité. Moi, je souhaite que chacune de nos mesures soit sincère, c'est le minimum, vous me direz, soit réalisable pendant le mandat et soit budgété pour le mandat. C'est simple de faire, d'annoncer 1000 choses et puis que vous ne verrez jamais. Je le propose aussi, je le redis ici, avant tout, c'est que dans le hall de la mairie, il y ait un tableau de chacune des mesures qui sera proposée et qu'on puisse voir l'évolution de ces mesures mois par mois, année par année, pour que chacune et chacun puisse vérifier que ce qui a été annoncé se déroule. Donc, sur la sécurité, c'est 100 caméras de plus par an. Alors, pourquoi 100? Parce que c'est un budget significatif et qu'il faut y faire attention, que ça permet quand même, je vous rappelle qu'on est à 170 aujourd'hui, ça permet aujourd'hui de passer donc sur 6 ans de 600 caméras supplémentaires, donc ça commence à faire un effet intéressant. Et puis on peut encore multiplier parce qu'aujourd'hui on a des pylônes qui peuvent accueillir plusieurs caméras, donc ce chiffre pourra peut-être un peu revu à la hausse. Et pourquoi 100 par an? Parce que c'est ce qui est possible d'installer de façon intelligente avec évidemment tout le background qui va derrière. Ces 100 caméras par an, elles nécessitent des femmes et des hommes en plus pour le centre de supervision urbain. Tout le monde a fait des progrès sur les centres de supervision urbain et notamment avec l'intelligence artificielle, mais il faut quand même un œil humain derrière. Et donc, c'est pour ça que je propose qu'on ait en plus 25 personnes supplémentaires, 25 policiers municipaux supplémentaires à la ville de Tours. Donc voilà, on y est là. Vous les voyez et évidemment, on espère tous, c'est une demande récurrente et forte, que ces policiers municipaux, comme vous le voyez sur cette photo, ils soient plus à pied, plus à cheval, éventuellement avec une brigade canine, parce que euh, ils sont près de vous. Donc, un policier municipal, on va donner le budget parce que c'est important. Parce que c'est pareil, c'est dire qu'on va embaucher, c'est toujours bien. Mais c'est toujours plus compliqué dans le fonctionnement de la mairie. Donc, le budget d'un policier municipal, c'est 50 000 euros par an. Donc, 25 policiers municipaux par an, c'est un budget supplémentaire pour la collectivité de
250 000 euros. 1 million, pardon, 250 000 euros. C'est pareil pour les caméras. Les caméras, il faut compter environ 10 000 euros pour l'ensemble du dispositif. Parce qu'il y a le prix d'une caméra, mais qui coûte moins cher. Mais il y a aussi l'installation, le back-office. Il faut augmenter, évidemment, de façon très significative tout le système électronique, numérique, la mémoire, etc. Donc, 25 policiers municipaux, c'est sur l'ensemble du mandat. Bon, comme on augmentera le nombre de caméras progressivement, on augmentera le nombre de policiers municipaux. Pour les policiers municipaux retenus, il faut bien se dire que il faut là aussi arriver à passer véritablement cette fois-ci de 90 à 100. Donc voilà, caméras plus policiers municipaux. Les caméras, on va y revenir tout à l'heure avec le centre de supervision urbain connecté à un centre de supervision urbain moderne, intelligent, enfin en tous les cas doté d'une partie d'intelligence artificielle. Donc voilà pour le nombre de policiers municipaux. Ensuite, on va parler des horodateurs. Alors, je vous ai fait un petit Facebook sur le sujet. Pourquoi les horodateurs? Alors, les horodateurs, c'est assez simple. C'est qu'il y a des villes qui ont fait cette expérience-là. Alors, on va pas vous passer la vidéo ce soir, mais on vous l'enverra, parce qu'il y a des villes qui ont déjà expérimenté le sujet. C'est qu'on utilise tous les réseaux qui arrivent pour les horodateurs. Et on peut y mettre une borne d'appel d'urgence. On arrive près de l'horodateur, on peut appuyer sur un gros bouton rouge de façon à alerter la police municipale. Autour de ce point, autour de cet horodateur, se déploient, se dirigent les caméras et aussi la lumière, s'il le faut, s'il faut éclairer de façon supplémentaire, de façon à ce que tout de suite, le centre de supervision urbaine soit alerté d'un fait divers, d'un accident, que sais-je, et c'est déclenché par les habitants. Alors, on m'a tout de suite dit sur le sujet, oui, mais tout le monde va s'amuser à déclencher. Non, tout le monde ne va pas s'amuser à déclencher parce que les pénalités pour le déclenchement sont considérables et donc tout le monde ne va pas s'amuser avec le sujet. Donc on ne va pas vous passer ce soir, je le regrette parce qu'on a un petit problème de son, je crois. On ne va pas vous passer le reportage, mais il y a un reportage de TF1 qui est dans la ville du Canet, qui a déjà expérimenté, qui a déjà mis en place ces horodateurs et ces bornes d'urgence connectées à des horodateurs et qui en remet de nouveau parce qu'elle trouve que le sujet fonctionne bien et a budgété pour la nouvelle année de nouvelles bornes d'urgence. Donc voilà pour les horodateurs. Ensuite, un autre sujet qui vous hérisse, qui vous enchèvre, c'est l'utilisation des trottinettes. Alors sur les trottinettes, à titre personnel, il m'arrive d'en faire, donc comme du vélo. Donc, je pense que ça peut être un outil intéressant, mais en tous les cas, tel qu'il est toléré aujourd'hui, c'est inacceptable. Alors, il y a deux sujets sur les trottinettes, c'est les trottoirs et la vitesse. Alors, les trottoirs, c'est parce que les trottinettes sont sur les trottoirs, elles sont pas sur d'autres parties de l'espace public. Tout le monde les craint, on les entend pas, elles arrivent à toute vitesse. Bref, vous êtes des centaines à nous dire ça tous les jours. Donc, il va falloir être extrêmement sévère, vigilant et sévère sur les trottinettes et sur les contredanses qu'il faudra dresser pour les trottinettes qui sont sur les trottoirs. Et puis aussi, il y a la vitesse des trottinettes qui est devenue excessive. Je vous rappelle que théoriquement, une trottinette est bridée à 25 km/h. Or, il y a beaucoup de trottinettes qui sont totalement débridées. C'est malheureusement assez simple à faire, paraît-il. Et donc, vous voyez des trottinettes à 50, 60. À titre personnel, moi, je traverse le pont Wilson 3 ou 4 fois par jour. Le soir, j'en vois remonter qui sont entre 50 et 60 km/h. Hier, un policier municipal, quand je préparais cette présentation, m'a dit qu'en rentrant chez lui sur une route à l'extérieur de Tours, il suivait une trottinette qui roulait à 85 km/h. Donc là, l'amende, je le dis ici parce que l'amende pour cette trottinette, c'est 350 €.
Parce que comme elles sont au-dessus de 25 km/h, elles devraient avoir une assurance et un certificat d'immatriculation qu'elles n'ont pas. Et donc, l'amende est extrêmement forte. Encore faut-il sensibiliser la police municipale et nationale à ce que on puisse dresser rapidement des contraventions et mettre de l'ordre dans ce système-là qui, franchement, nous exaspère tous. Deuxième sujet, c'est les vélos. Alors, les vélos, encore une fois, moi, je suis un utilisateur de vélo, mais je sais que tout le monde ne peut pas les utiliser. Il y a beaucoup de sujets autour du vélo. Vous êtes nombreux et majoritaires à penser que les vélos ne respectent rien, ce qui est en partie vrai. Je vois des vélos arrêtés au feu rouge dans les bandes cyclables, ça arrive. Malheureusement, c'est assez rare. Malheureusement aussi, la municipalité n'a pas tous les outils pour pouvoir inverser la donne. Pour les plus vieux, pour les boomers, dont je suis, jadis, il y avait une plaque sur les vélos, ce qui permettait de savoir à qui appartenait le vélo. Malheureusement, encore une fois, ça appartient pas à une problématique municipale, mais nationale. Mais donc, il faudra réfléchir à des mesures nationales. Je pense qu'on peut y arriver assez vite sur l'immatriculation des vélos. Ça se fait dans beaucoup de pays étrangers et sur un titre de circulation de ces vélos gratuit, sans examen, mais qui peut être donné et retiré. Donc, s'il est retiré, ça veut dire qu'on ne peut plus circuler. Il y a des problématiques d'assurance, notamment, qui rentrent en jeu. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Encore une fois, je remploie l'adverbe. Malheureusement, c'est pas du domaine municipal. Alors après, il y a évidemment tous les efforts collectifs qu'on doit faire les uns les autres pour se tolérer dans l'espace public. Mais si on n'a pas des mesures coercitives, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Voilà pour les trottinettes et pour les vélos. Alors, centre de supervision urbain. Vous savez qu'on a un centre de supervision urbain qu'on a mis en place à la ville de Tours avec Olivier Le Breton et avec Henri Rousseau, qui ont été adjoints à la sécurité du temps où nous étions maires avec Serge Babary, successivement. Et donc, on a un centre de supervision urbain qui fonctionne bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'enrichir désormais, il faut un budget significatif. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait notamment avoir un prix à la caméra de l'ordre de 10 000 euros par caméra. Il faut aussi, vous le savez, vous l'entendez, vous le voyez dans vos journaux télévisés, vous le lisez dans vos radios, vous l'entendez à la radio, vous le lisez, il faut de l'intelligence artificielle aussi. Il faut manier ça avec doigté, avec nuance. Dans tous les cas, ça apporte une meilleure efficacité pour les agents. Mais il faudrait aussi combiner nos efforts. Et je proposerai, en tant que maire, aux autres maires de la métropole d'avoir un centre de supervision urbain métropolitain. Parce que, évidemment, la sécurité, elle ne s'arrête pas à la frontière de la commune de Tours. Quand quand vous voulez suivre, parce que vous savez que les caméras, notamment servent à cela, elles servent à aider la police par des réquisitions pour travailler mieux. Quand vous êtes à La Riche ou quand vous êtes à Saint-Pierre-des-Corps ou à Saint-Cyr, et bien évidemment, l'insécurité malheureusement continue et les fauteurs de troubles évidemment continuent. Et je pense qu'on pourrait avoir un outil, d'abord on pourrait avoir un budget supplémentaire important et on pourrait avoir un outil beaucoup plus important, beaucoup plus moderne. Donc ce CSU, on l'implantera après négociation avec les autres maires dans une des villes qui pourra le recevoir. Bon, la ville-centre paraît tout indiqué, mais là encore, ça fait partie d'une négociation avec les maires, donc je ne vais pas m'aventurer sur un terrain qui n'est pas le bon. Ça nécessitera une négociation importante. Si jamais ça ne pouvait pas être le cas, on augmenterait les performances de notre CSU de façon à ce que, comme il est déjà aujourd'hui, 24 heures sur 24, on regarde l'ensemble
des rues, de ce qui s'y passe. Je vous rappelle aussi que c'est un rôle préventif, dissuasif, mais que ça a pris désormais un rôle très important dans la résolution des enquêtes, puisque tant la gendarmerie que la police nationale demandent à la police municipale de pouvoir voir les images dans bien des cas, dans bien des faits divers. Donc, c'est quand même un outil extrêmement précieux. Voilà pour le centre de supervision urbain métropolitain. On va aller ensuite sur un autre sujet. Alors, qui est un sujet qui va vous étonner, qui est la construction d'une nouvelle prison. Alors, pourquoi? Vous êtes tous quand je dis vous, nous sommes tous à nous plaindre de la chaîne entre police et justice. Et parce que finalement, les juges n'ont pas à disposition des moyens d'incarcérer les fauteurs de troubles, les contrevenants, les délinquants, ben, ils ne le font pas. Parce qu'il y a un manque de place. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que notre maison d'arrêt, aujourd'hui, elle est dans un quartier où la vie est rendue pénible par la maison d'arrêt. Ça, c'est la deuxième point. Et puis le troisième point, c'est que les prisonniers, ben, quels qu'ils soient, ils sont dans des conditions aujourd'hui qui sont inacceptables. Je vous donne les chiffres. Regardez notre maison d'arrêt actuelle. Elle date de 1935. Bon, ça, à la limite, elle aurait pu être rénovée. Il y a 111 cellules, une capacité théorique de 119 prisonniers. Et aujourd'hui, elle héberge 281 prisonniers en plein centre de Tours. Donc, vous voyez que la densité, ce qu'on appelle la densité carcérale, elle est de 236%. Donc, c'est gigantesque, c'est énorme. Et quoi qu'on pense des gens qui y sont, ce ne sont pas des conditions acceptables. Alors, c'est d'autant plus étonnant que si on regarde autour de nous, dans les autres villes, les capacités des maisons d'arrêt sont nettement supérieures. Alors, une maison d'arrêt, je rappelle, une maison d'arrêt, elle accueille les prévenus, c'est-à-dire les gens qui vont être jugés, ou les courtes peines. Je rappelle que les grandes peines ne sont pas dans des maisons d'arrêt, sont dans des maisons centrales. Vous avez une maison centrale pas si éloignée de Tours, qui est dans l'Indre, qui est à Saint-Maur, là, qui est une maison centrale. Alors là, vous avez tous les grands délinquants, que ce soit les crimes sexuels, les prises d'otages, les terroristes, qui sont dans ces maisons, qui sont dans ces centrales. La maison d'arrêt, je le rappelle, c'est des courtes peines, les gens qui sont dans l'attente d'être jugés, d'autres qui ont eu une peine de quelques mois ou quelques années, mais vous savez qu'avec les réductions de peine, ça fait quelques mois, et qui sont dans la maison d'arrêt actuelle. Alors, là aussi, ce n'est pas une compétence municipale. Mais évidemment, si on est candidat à avoir une nouvelle prison, ça va favoriser les choses. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait une prison aujourd'hui qui soit de l'ordre à définir avec le ministère de l'Intérieur, avec l'administration pénitentiaire, de l'ordre de 300 cellules. C'est ce qu'on trouve généralement à Poitiers, au Mans et dans d'autres villes. On a en idée d'avoir 2 ou 3 lieux où cette prison pourrait ne pas affecter la vie des Tourangeaux, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Tous ceux qui habitent autour de la rue Henri Martin et dans le quartier Febvot savent de quoi je parle. Hein. C'est que c'est un véritable sujet de centre-ville qui est extrêmement pénible pour l'ensemble des habitants qui sont 3, 4, 500 mètres autour de cette maison d'arrêt qui est située historiquement en plein centre. Donc, je répète ici, attention, pas de fausses promesses. C'est pas une compétence municipale, c'est une compétence nationale. Mais vous imaginez bien que s'il y a une volonté municipale de mettre à disposition un foncier, de trouver un lieu, le ministère de l'Intérieur sera extrêmement favorable et ça nous permettra de résoudre nos problèmes de sécurité puisque il n'y aura plus cette excuse finale d'absence de loger des prisonniers. Quand vous avez vu les chiffres que je vous ai donnés,
quand un magistrat il doit prononcer une courte peine, quand il sait quelle est la population de la prison, ben, il y réfléchit à deux fois. C'est-à-dire, on lui demande, nous, population, lui demandons d'être sévère. Mais évidemment, c'est pas aussi simple que ça quand on connaît les conditions. Ce qui, évidemment, par effet rétro, fait que ben, les policiers sont pas contents parce qu'on a arrêté des délinquants que les juges n'ont pas mis en prison. Et nous, on n'est pas contents parce que dans nos quartiers, on voit revenir des délinquants qui ont pourtant commis des actes importants. Donc voilà, c'est pour fluidifier toute cette chaîne. Je pense qu'il faut savoir agir en responsabilité et faire des propositions qui puissent changer les choses de façon efficace. Donc voilà, j'ai terminé cette présentation. Oui, 40 minutes, c'est bien. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Vous utilisez donc le chat qui est à votre disposition. Vous posez vos questions. Vous avez un onglet qui s'appelle questions et réponses. Donc vous allez dessus. Et puis moi, je vais répondre à toutes vos questions que vous avez commencé à poser. Je commence. Alors, c'est un peu loin sur mon écran, donc je vais essayer de dire qui pose la question, mais si j'arrive pas à le dire, quelqu'un viendra me mettre le nom sous les yeux. La première question, alors je vois qu'il y a 19 interventions. Alors, est-ce que l'on peut interdire de laisser ses poubelles en permanence sur le trottoir ou au moins sur le week-end? Et c'est une question d'Isabelle. Alors, cette question des poubelles, elle est variable selon les quartiers. Il y a beaucoup de quartiers où le sujet des poubelles n'existe pas. J'habite Tournord, le sujet des poubelles n'existe pas. Les gens peuvent rentrer leurs poubelles assez facilement. Et il y a eu des points d'apport volontaires qui ont été mis. C'est moins un sujet. Je sais que dans les quartiers du centre, il y a des problèmes très aigus au niveau des prébendes, au niveau de Velpeau, dans ces quartiers Rabelais, où les gens laissent leurs poubelles toute la semaine. Alors, ils les laissent pour des bonnes et mauvaises raisons. Des mauvaises raisons parce qu'il y a des vrais feignants, des jeunes couples qui pourraient rentrer, qui ont la force, etc. Comme vous le savez, dans tous ces quartiers, il y a 3 marches ou 4 marches pour accéder à la maison parce qu'on est en zone très inondable et que souvent, dans les particuliers tourangeaux que vous connaissez bien, il est difficile de loger sa poubelle. On ne peut pas la mettre derrière l'escalier, c'est assez compliqué. Donc, ce qu'il faut, surtout dans ces quartiers-là, c'est réformer la collecte des déchets. Il faut y réfléchir, il y a plusieurs solutions. Pour l'apport volontaire, ça ne donne pas satisfaction partout et ça prend beaucoup de place, notamment des places de stationnement. Et je ne suis pas sûr que je vais me faire beaucoup d'amis si je vous dis ça, parce que je n'y crois pas. En revanche, il y a des villes qui ont testé d'autres sujets. Je pense qu'il faudra voir les expérimenter. On peut avoir des plus grands bacs au bout de la rue, c'est un sujet. Il y a des villes qui ont expérimenté les sacs plastiques comme c'était autrefois, avec une collecte quotidienne. Dans certains quartiers, s'il le faut, il faudra changer ce sujet-là. On sait s'adapter à différents quartiers. Je vous donne un exemple. La poubelle verte, elle n'est pas dans tous les quartiers parce que c'est plus compliqué à ramasser dans certains quartiers. Donc, on a une poubelle verte dans certains quartiers, on n'a pas dans d'autres. Donc, je pense qu'il faudra surtout être intelligent et réfléchir à ce sujet quartier par quartier. J'ai une question de Brigitte qui me dit combien coûte l'installation d'une caméra. Donc, je vous ai répondu. Alors, une caméra, je vous l'ai dit, ça coûte moins de 10 000 euros, mais c'est un ensemble qui coûte plus cher parce qu'il faut vraiment réformer notre centre de supervision urbain. Donc, si on veut mettre 600 caméras dans le temps du mandat, il faudra évidemment un budget adapté. J'ai répondu aussi à la question 25 policiers, c'est sur 6 ans, oui. Alors, c'est pas une mesure exceptionnelle. Si on s'y tient, c'est bien. C'est-à-dire que si on a vraiment 125 personnes qui sont sur le terrain, c'est bien. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi, c'est pas simple, il faut aussi réformer la façon d'être sur le terrain. Vous êtes très nombreux à nous dire, moi, les policiers municipaux, je voudrais surtout les voir sur le trottoir, pas dans leur voiture. C'est
ça se résout pas toujours comme ça. Ça demande des fois d'être plutôt deux équipes qu'une seule équipe, parce qu'une seule équipe sur un trottoir, aujourd'hui, dans les circonstances du jour, elle peut être fragile, donc c'est peut-être pas la bonne idée. Mais en tous les cas, plus visible dans la surveillance 24/24 des caméras qui est posée par Isabelle, toujours. Oui, alors c'est toujours 24/24. Hein. Il y a beaucoup de méfaits qui sont lors de la tombée de la nuit, et c'est évidemment 24/24. On me pose la question, Thierry, toutes les caméras sont-elles connectées en direct? Oui, mais vous l'avez vu, on vous a passé une photo tout à l'heure d'un centre de supervision urbain. Elles sont pas, elles peuvent pas être toutes, surtout si on arrive à 600, elles peuvent pas être toutes, et puis elles seraient pas visibles par les opérateurs. Donc ça tourne, mais vous savez aujourd'hui que vous avez des systèmes de détection, de reconnaissance, qui font que peuvent être projetés sur l'écran des caméras qui ont un intérêt au moment où il se passe quelque chose. Aujourd'hui, on sait, je vous donne un exemple, on sait reconnaître quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui va faire une chute, on sait le reconnaître. On sait reconnaître un attroupement, enfin bref, on sait faire beaucoup de choses. Attention, attention, il faut l'encadrer. J'ai une question de Eva, qui est, alors, de Brigitte d'abord, où se trouvera le CSU? Le CSU, il existe déjà. Hein, il est dans la police municipale de Tours, qui est dans une annexe de l'ancien château de Tours, et qui a la place qui est nécessaire et qui peut être aujourd'hui étendue. C'est pas, on n'a pas un problème physique de centre de supervision urbain. Que peut-il être fait contre la mendicité au centre-ville de Tours? Ben déjà, moi je crois quand même beaucoup, je vais le redire ici, je crois beaucoup à la politique. C'est Eva qui pose la question. Je crois aussi que déjà, quand vous avez une parole politique qui porte, quand vous avez une parole politique où on voit qu'on va résoudre les sujets, euh, déjà on va résoudre ce problème de mendicité où on ne sera plus la ville ouverte qu'on est devenu aujourd'hui par des déclarations politiques intempestives, par des déclarations intempestives contre la police, ou en tous les cas pas pour la police, pas toujours contre, mais en tous les cas pas pour. Alors, vous savez que les arrêtés contre la mendicité ont souvent été cassés. Donc, il faut faire preuve de plus de présence sur les trottoirs, plus de pédagogie avec les gens qui sont là, parce que effectivement, c'est très désagréable, parce que il y a mendiants et mendiants, vous le savez, et il y en a qui se comportent extrêmement mal. Donc, il faut résoudre le problème, mais je dois dire que les villes, euh, je dois dire que les villes sont pas aidées sur le sujet. Voilà. Qu'il faudra peut-être aussi réformer euh, le problème se pose dans de nombreuses villes, et peut-être que quelques dizaines de maires faisant pression, on pourrait résoudre une partie du problème. C'est en tous les cas, vous le savez, une demande des polices municipales d'avoir plus de possibilités. Vous savez que les polices municipales sont relativement limitées dans leur champ d'action. La police nationale, pour des raisons sur lesquelles que je connais pas bien et sur lesquelles je vais pas m'étendre, euh, ne sont plus beaucoup sur la voie publique. Donc, si nous sommes police municipale sur la voie publique, il faut nous donner des éléments pour être plus sévère, pouvoir mieux contrôler les individus, etc. Et notamment la mendicité. Je vois que Thierry qui est dit, donc qui pose pas de questions, mais qui dit que la sécurité est aussi une question d'autorité. Bah, c'est sûr que quand on a un maire qui brave l'autorité de l'État, euh, ça va pas, ça améliore pas le système. Ce qui est le cas aujourd'hui. Donc cette espèce de désobéissance civile, c'est quand même pas une bonne idée. Il y a aussi des vélos qui roulent. Alors, et les vélos sans éclairage. Ben, les vélos sans éclairage, oui, c'est Esther qui pose la question. Les vélos sans éclairage, que vous dire? C'est stupide déjà, et c'est pas légal. Donc, au même titre
là, alors déjà, on peut déjà faire quelque chose là, maintenant, sans élargir le cadre des arrêtés possibles pour les maires. Et donc, il faut effectivement un meilleur contrôle, parce que c'est stupide, en fait. Les gens en vélo mettent leur vie en danger et mettent la vie en danger des autres. Là aussi, je vois qu'il y a une réaction des vélos sur les trottoirs. Oui, c'est vrai. Et sans éclairage, c'est vrai. C'est un sujet c'est un sujet qui empoisonne la ville, en fait, qui empoisonne tout le monde, qui crée des tensions dans la ville et qui empoisonne la ville et qui nous dresse tous les uns contre les autres. Alors, les vélos toujours. Vous êtes toujours sur les vélos, je le comprends. Et c'est une observation de Sylvie. Les vélos ne respectent rien, mais ils insultent les piétons et les automobilistes. Comptez-vous les verbaliser également? Alors, il y a deux réponses possibles. D'abord, il y a un véritable affrontement dans la ville. Moi, je fais partie de ces gens qui circulent en automobile, en vélo, et je suis de temps en temps à pied aussi, hein, puisqu'on est tous d'abord piétons. On est tous d'abord piétons, et on sera tous un jour piétons. Donc, la priorité, c'est le piéton. Voilà. C'est parce que 100% des gens qui se déplacent en ville sont d'abord des piétons. Donc, il faut véritablement que le trottoir soit un sanctuaire pour les piétons. Et donc, il faut mettre en œuvre toutes les décisions possibles. On pourrait les décliner ici, mais pour qu'il n'y ait pas d'autres usagers que les piétons sur les trottoirs. Je pense que là-dessus, je vois tout à l'heure, c'est Thierry qui parlait d'autorité. Il faut être inflexible sur les sujets parce que je pense qu'au fur et à mesure, les gens finissent par le comprendre. Je vous l'ai dit dans la présentation aussi, il faut impérativement que nos trottoirs, on a véritablement un problème de trottoir à Tours. On a un problème que dès que vous êtes un peu dans une situation plus compliquée d'âge, que vous avez une poussette à la main, que vous souffrez d'un handicap, il y a véritablement des sujets. On n'a pas accordé dans notre ville suffisamment de place aux piétons et aux trottoirs. Je le dis d'autant plus que lorsque j'ai été élu maire en 2017, ma première décision, la première, a été de tripler le budget de la voirie. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de le tripler. Non pas pour refaire des routes favorables à l'automobile ou au vélo ou aux trottinettes, mais aussi pour refaire l'ensemble de la rue et avoir des trottoirs qui soient propres, on l'a vu, mieux nettoyés, qui soient abordables et qui soient toujours, tout le temps au même niveau et qui soient exclusivement réservés aux piétons. Alors, je ferai quand même une petite, même si la priorité aux piétons est nécessaire, obligatoire, ayons quand même en tête qu'il y a aussi désormais, et pour circuler en ville toute la journée, il y a aussi beaucoup de piétons sur leur téléphone qui sont pas dans leur voie de circulation naturelle. Et là aussi, il va falloir trouver une façon de faire, parce que ça aussi, ça crée une tension très importante dans la ville. C'est pas, je vous l'accorde, c'est pas le sujet prioritaire. Néanmoins, vous l'avez vu comme moi, j'ai vu un reportage télévisé hier ou avant-hier, encore sur ce sujet, des gens et dont je fais partie, qui ont les yeux vissés sur le téléphone et qui font pas du tout attention à leur environnement. Pourquoi pas un permis de conduire vélo, dit Thierry. Mais oui, je suis pas en désaccord total avec lui. C'est pour ça que je vous ai dit que la première étape, ça devrait être d'avoir une licence. Vous avez une licence vélo, elle ne nécessite pas d'examen, elle vous coûte rien. Vous savez, j'ai pas le terme en tête, mais mes deux acolytes qui sont avec moi, qui m'accompagnent ce soir, vont peut-être me le dire. Quand vous êtes au collège, vous devez passer un brevet qui a un nom que je vais vous donner tout de suite, qui est un petit permis en fait, issu. Et vous savez que ce petit permis d'évoluer, il est nécessaire souvent désormais pour les jeunes, pour un travail, etc. Donc ça c'est important. On pourrait aussi avoir un permis, le permis de piéton, dit-on. Mais voilà.
Alors, c'est le BSR. Voilà, on y est. Pardon, je suis désolé, j'avais pas le terme en tête. C'est le BSR. Et ce BSR, vous êtes souvent obligé de le produire désormais, hein. Donc, dans ce BSR, il faudra vérifier qu'il y ait bien toutes les compétences autour du vélo, que chacun ait son BSR et qu'effectivement, à défaut de permis, au sens qui paraît un peu dire agressif peut-être des fois, on trouve une façon de faire avec le BSR et une licence. On revient à nos questions. Et donc, des vélos continuent. Alors, des vélos continuent de circuler rue nationale. Toujours Thierry. Thierry est très, il a une dent contre le vélo. Euh, je le comprends, hein, j'entends. Alors, pour utiliser le vélo entre chez moi, j'habite à Tournord, et la ville, il y en a quand même beaucoup moins. Je rappelle d'ailleurs que l'arrêté municipal sur les vélos, il est valable jusqu'à 20 heures, de 8 heures à 20 heures de mémoire, et qu'avant 8 heures et après 20 heures, il peut y avoir des vélos. Donc, si vous voyez des vélos dans ce créneau horaire-là, ils ont le droit. C'est pareil, il y a le droit d'avoir des vélos le week-end. Donc attention, vérifiez bien que c'était dans ces conditions-là. Sinon, moi j'ai vu intervenir la police municipale quelquefois, rue nationale sur les vélos, peut-être pas assez souvent, mais je crois que là-dessus, je les ai vus intervenir plusieurs fois. Mais là aussi, ça a été dit par Thierry, je crois d'ailleurs, c'est un problème d'autorité. J'ai une question sur quel est le lien entre construction d'une nouvelle prison et la sécurité. Alors, c'est François. Bah, le lien, je croyais vous l'avoir décrit, donc je vais vous le redécrire. Pour moi, il est évident. Aujourd'hui, la principale plainte des policiers, euh, c'est d'intervenir sur des faits divers, sur des agressions, sur du trafic de drogue, et que les délinquants soient relâchés. Et pourquoi ils sont relâchés par les juges? Parce que les juges n'ont pas de place à disposition en prison. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la prison, elle a 236% d'occupation, donc c'est du x3, c'est ça, à peu près. C'est à peu près du x3, donc vous imaginez que ça sert à rien d'aller entasser des gens dans une prison. Donc, ça, c'est pas une bonne idée. Donc, il y a un lien direct où si vous avez l'outil nécessaire pour le faire, eh ben, je pense que on peut arriver à avoir une discussion entre élus, police nationale et justice, de façon à ce que, effectivement, on soit plus sévère dans l'exécution de nos peines. Alors, où vous pensez-vous construire la prison Equipera? euh, Alors, on a cherché et repéré deux lieux. Bon, je ne vais pas vous le dire ici parce que c'est inutile de mettre le feu, mais en tous les cas, c'est dans des endroits où il n'y a pas de vie communale autour. Bien, si on sort la prison du centre-ville où elle est un vrai sujet de discorde et un sujet pénible, c'est pour la mettre dans un endroit où elle sera seule. Voilà, comme vous le voyez quand vous passez sur l'autoroute, que vous arrivez par exemple à Clermont-Ferrand, sur votre droite, vous avez une prison et dans plusieurs villes. Et que les prisons la plus proche, c'est toujours la même, de l'ordre de la même question de Francis, pardon. Les prisons les plus proches sont dans les autres préfectures. Donc voilà, elles sont plus grandes, mais elles sont dans les autres préfectures. Donc vous savez, c'est comme tout, il faut pouvoir agir vite. Ensuite, j'ai Jean-Pierre qui me dit bravo pour la présentation, je le remercie. Quid des tags dans les rues? Alors, les tags dans les rues, c'est un sujet métropolitain. Si vous ne le savez pas, vous allez sur le site de la métropole et dans l'espace privé, sur vos murs par exemple, ou dans votre rue, vous pouvez aller sur le site de la métropole. Généralement, la métropole intervient assez rapidement. Alors, ce que je ne sais pas faire, ce que je ne sais pas dire, évidemment, ça serait démago et sans intérêt. Donc, c'est de dire comment on les empêche. Donc, ça, les empêcher, c'est compliqué. Les caméras dissuadent, incontestablement. Donc, c'est pour ça qu'il faut une augmentation des caméras. Mais ensuite, si vous voulez les effacer,
C'est assez simple par le site de la métropole à qui il faut rendre hommage aux agents qui y travaillent parce que franchement, c'est fait assez vite. Pourquoi est-ce que je ne vois jamais de policiers dans mon quartier? C'est Caroline. Alors, je ne sais pas dans quel quartier vous habitez, Caroline. Euh, je vais répondre à cette question parce que c'est une question qui se pose régulièrement et dont la réponse est complexe et en tous les cas dans laquelle on peut tenir décemment aucune promesse. Pourquoi? Vous l'avez vu aujourd'hui, la police municipale, c'est 90 personnes sur le terrain. L'idée, c'est d'en rajouter aussi 25 sur le terrain. Dans une ville de 139 000 habitants désormais, 138 000 et quelques, compliqué d'avoir des équipes partout dans tous les quartiers. Alors, en revanche, ce qu'il faudra résoudre, c'est que quand on appelle la police municipale, elle puisse se déplacer. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce que quand elle se déplace, il faut qu'elle se déplace, elle aussi, dans des conditions de sécurité, et souvent à deux équipes et pas une seule équipe, parce que malheureusement, dans plusieurs quartiers, que ce soit d'ailleurs des quartiers du centre-ville, d'autres quartiers, vous savez que la police est pas toujours la bienvenue, et surtout quand elle vient résoudre un problème. Et Caroline habite le quartier de l'Europe, donc c'est vrai que c'est un sujet dans le quartier de l'Europe. Il y a beaucoup de sujets d'ailleurs globaux, je le dis ici, à Tournord, où j'y habite, donc c'est plus simple. Hein. Collectivement, collectivement, les habitants de Tournord se sentent des fois un peu délaissés par la ville de Tours. Il y a, il y a évidemment un ressenti de ce point de vue-là, qui n'est pas toujours exact, mais il y a un ressenti. Et c'est aussi pour ça que sur le plan du symbole politique, je demande qu'on rouvre le pont Wilson et que, idem à Tours Sud, on fasse les efforts nécessaires pour. Alors, Tours Sud, les choses vont se raccorder différemment puisque la ligne 2 du tramway, que je souhaite aller, je le répète ici, de Verdun à Trousseau, passera par les Fontaines et irriguera une bonne partie de Tours Sud. Néanmoins, je sais aussi que sur beaucoup de quartiers de la vallée du Cher, qu'à Bousignac notamment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incidents et que effectivement, la police municipale, on me l'a encore dit il y a une semaine, des personnes qui habitent deux couples différents qui habitent Bousignac me disent mais le problème c'est que la police municipale n'intervient pas. À date, pour être sincère, les moyens dont elle dispose ne permettent pas toujours. Donc il faut aussi résoudre ce sujet qui est de collaboration entre police municipale et police nationale. Alors pourquoi est-ce que, d'accord, j'ai répondu à Caroline. Est-ce que la présence d'une prison de grande capacité peut présenter une attractivité économique? Oui, puisque ça représente des emplois supplémentaires et ça représente des efforts de construction importants. Alors, il faut pousser évidemment l'État à investir. Je pense que l'accord qui pourrait être passé avec l'État est assez simple. Il y a des mètres carrés disponibles en plein centre-ville qui pourraient être utilisés pour des sujets municipaux, la prison actuelle. Et nous, on a du terrain, la ville et la métropole a un terrain, du foncier qu'elle pourrait mettre à disposition de l'État pour construire sa prison, ce qui entraînerait évidemment une prison, c'est pas facile à construire, mais ça entraînerait évidemment du travail pour les coûts de construction et du personnel pénitentiaire supplémentaire. Merci, c'est très intéressant et beaucoup plus attractif que je l'imaginais. Ben, je remercie, c'est Isabelle. Super, merci Isabelle. Allons-nous enfin faire payer les fumeurs qui jettent leurs mégots? Alors, ça, les mégots, c'est incroyable, parce que quand j'étais maire, on avait fait une opération, vous savez, quand on jette un mégot dans la rue, euh, on le retrouve dans la mer. C'est vrai. C'est vrai, parce qu'en fait, il va dans les eaux usées pluviales, puis après dans les rivières, puis après dans la mer. Bon, à titre personnel, moi, je fais la police
familial sur les mégots, parce qu'effectivement, que chacun fume, c'est un peu son sujet, quoique c'est un sujet collectif non négligeable aussi, mais en tous les cas, il faut être intransigeant sur ce plan. C'est pas avec l'ensemble du dispositif que nous avons euh, euh, en matière de sécurité qu'on va pouvoir être derrière chaque citoyen. Moi, je compte beaucoup, et je le dis à Benoît qui a posé la question, je compte beaucoup sur l'éducation qui est faite dans les classes sur ces sujets-là, autour des mobilités, on l'avait avec le vélo, mais là autour des mégots. Alors, il y a une question de Thierry qui est très en vert. Thierry. Les barbecues sauvages se développent, donc île Balzac. Que ferez-vous depuis 5 ans trop de laxisme? Le barbecue sauvage, c'est pas acceptable. Et là, tout à l'heure, c'est peut-être Thierry d'ailleurs qui posait la question sur l'autorité. Déjà, c'est une preuve d'autorité. Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que on laisse dériver et après, on n'est plus capable d'arrêter. Donc, c'est un des sujets sur lesquels il faut revenir en arrière. La municipalité avait eu une idée qui était acceptable, qui était plutôt de les organiser, donc que ça soit encadré. Je pense qu'on peut arriver à faire ça parce que c'est une nuisance pour les uns et les autres. J'en profite d'ailleurs, c'est un sujet que j'ai pas abordé ce soir parce que on a un temps limité, euh, mais ça revient aussi aux nuisances sonores dans d'autres quartiers. On a des problèmes de nuisances sonores. Je suis en train de regarder avec un élu, voir comment on pourrait améliorer les choses aussi, parce que si les barbecues rendent fous ceux qui en sont victimes, les nuisances sonores rendent fous aussi ceux qui sont victimes de ces nuisances sonores, que ce soit les nuisances nocturnes de ceux qui font la fête, tant mieux, mais encadrées, ou vous ne l'avez pas abordé, puisque vous avez abordé les vélos, mais on pourrait aussi aborder les motos. Moi, je suis motard, donc je mets, c'est aujourd'hui, certains bruits de moto sont pas acceptables, et pour une raison qui m'échappe, pas contrôlés par la police nationale. Alors, les pistes cyclables sont souvent encombrées, poubelles, voitures, véhicules de livraison, poteaux, panneaux publicitaires, et c'est une question d'Esther. Oui, tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Bon, pour être honnête, la politique vélo dans son ensemble est mal comprise de tout le monde. Elle est mal comprise des gens qui utilisent le vélo, et elle est mal comprise de ceux qui n'utilisent pas le vélo. Donc, au-delà de la verbalisation qui pourrait être mise en place sur ces sujets très précis, c'est-à-dire d'obstruer une voie de circulation, on pourrait faire appel à la vidéo-verbalisation. Je ne suis pas pour dans son ensemble sur la vidéo-verbalisation, mais quand on est dans l'obstruction des voies de circulation, c'est un vrai sujet. On y est tous confrontés. Vous avez parlé police municipale armée, ou pas, elle l'est déjà, c'est Jérôme. Elle est déjà. Alors, se pose un petit sujet. Vous savez, certaines polices municipales aimeraient avoir des armes non létales. L'arme létale, je le rappelle, c'est le pistolet. Hein, c'est Étienne qui pose la question, que tuer quelqu'un. Évidemment, avant d'utiliser l'arme dite létale, c'est compliqué et les policiers municipaux sont un peu désarmés entre le moment où ils parlent, où ils essayent de raisonner quelqu'un, et au moment où il faudrait dégainer. Bon. Et là, ils demandent des tasers et moi, j'y suis favorable parce que c'est une arme de dissuasion intéressante et qui permettrait à la police municipale de renforcer son autorité sans qu'on soit véritablement au Far West. Une question d'Étienne, toujours. Vous avez parlé de la construction d'une nouvelle prison sur Tours. Quelle est la différence entre une prison et une maison d'arrêt comme nous l'avons actuellement à Tours? Alors, une prison, il y a 3 types de prisons. Je ne suis pas un spécialiste non plus, hein, mais il y a 3 types. Hein. Il y a la maison d'arrêt. La maison d'arrêt, elle est pour les gardes à vue prolongées, elle est pour les préventifs et elle est pour les courtes peines. Le centre de détention, il est pour les courtes et moyennes peines et la maison centrale, elle est pour les longues peines. Voilà, c'est à peu près le dispositif. Sauf que, évidemment,
On utilise beaucoup les maisons d'arrêt pour les préventifs, hein, et aussi pour certaines courtes peines, et un peu trop, c'est pour ça qu'elles sont surchargées, parce que souvent les centres de détention ou les maisons centrales sont éloignés des centres-villes. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est une véritable maison d'arrêt. Peut-être que, je sais pas, je suis pas un spécialiste, donc je vais pas m'aventurer sur un terrain qui est pas le mien, que quelques cellules pourraient être destinées à un centre de détention pour les courtes peines, mais là, je vais pas m'aventurer. Sachez simplement qu'on a une maison centrale à Saint-Maur, que d'ailleurs, je vous donne l'info parce qu'on a travaillé sur le sujet, c'est la maison centrale qui possède le plus grand nombre de cellules d'isolement en France, 25. À la santé, hein, puisque c'est malheureusement l'actualité, à la santé, il y a 10 cellules d'isolement à Paris. À Sainte-Maure, il y en a 25. Bon. Mais en tous les cas, parlons pas de maison centrale à Tours, c'est pas le sujet, c'est véritablement une maison d'arrêt. Alors, en quoi la rénovation de la voirie des trottoirs fait partie des mesures sécuritaires? C'est Claude qui pose la question. Claudie. Bah, Claudie, si c'est la Claudie à laquelle je pense, elle habite Tournord. En face de chez elle, c'est pas celle-là, non. Non, c'est pas celle-là, c'est une deuxième. Oui, elle habite pas Tournord. Donc, je vous emmènerai, Claudie, rue Croix-Pasquier à Tournord. Pourquoi je vous dis ça? C'est une rue où la moitié de la rue était refaite et l'autre moitié n'est pas refaite. Et bien, vous verrez que le sentiment de sécurité dans la partie de la rue non refaite n'est pas du tout le même que dans la partie refaite. Parce que l'ensemble de... Et puis, voilà, ça c'est le sujet. Et puis la sécurité, c'est un ensemble global. Euh, sur les trottoirs, on trébuche. Aujourd'hui, ça fait partie de la sécurité. C'est la sécurité de la personne dans son ensemble. Aujourd'hui, il faut revoir la totalité, ce que je disais dans ma présentation, des trottoirs. Et je pense que la voirie joue un rôle significatif. Pour tapage nocturne répétitif, même avec intervention de la police, y a-t-il des sanctions, notamment des amendes d'un montant significatif pour en dissuader les auteurs? Oui, c'est Bruno qui pose la question. Oui, il y a des amendes significatives et il faut les mettre. Il y a des villes où qui sont plus, comment dire, j'allais dire intéressées, mais en tous les cas plus sensibles. Voilà, pardon, qui sont plus sensibles que nous à ce sujet-là et qui font des rondes sur le sujet, qui commencent par lancer des avertissements et qui ensuite mettent des amendes qui peuvent aller jusqu'à 350 euros. Donc c'est assez dissuasif et il y a certains quartiers de Tours qui mériteraient que on soit un peu plus sur ce sujet-là. Alors, possibilité d'augmenter la fréquence du tram le soir après 20 heures. Il faut attendre 20 minutes. C'est Chantal qui pose la question. Attendre 20 minutes entre les trams, et c'est insécurisant. Ça l'est. Ça l'est, mais il faut être. Je pense que la politique commande, ordonne d'être honnête. Si vous voulez avoir plus de trams après 20 heures, euh, il faut en accepter le coût. Donc, je ne peux pas vous répondre sur le coût ce soir. Je vais regarder le sujet. Quelle est la possibilité après 20 heures d'avoir plus de trams? Il y a aussi des questions, j'en profite pour dire, on va pas faire ce soir un atelier mobilité. On en fera un, sûrement, mais pas ce soir. Il y a aussi le sujet des trams. On l'a fait, on l'avait vu. Je faisais du porte-à-porte avec Marion Nicolet Cabane. Quelqu'un qui me disait, mais moi, je veux bien prendre des transports collectifs. Mais pourquoi il y a moitié moins de transports collectifs? C'était son impression, en tous les cas, pendant les vacances scolaires. Donc, moi, si pendant les vacances scolaires, il n'y a pas la même densité, je ne peux pas prendre les transports collectifs en tous les cas, je ne vais pas le faire. Avez-vous envisagé des mesures spécifiques pour assurer la sécurité des écoles? Alors, c'est la question d'Hugo. Euh, euh, alors, il faut savoir être honnête et reconnaître que sur ce sujet-là, la municipalité actuelle a porté de véritables efforts sur l'accès aux écoles, ce qui est déjà un sujet. Sur la sécurité elle-même des écoles, j'ai pas de réponse, j'ai pas de réponse à fournir sur le sujet.
Donc, j'en suis désolé pour Hugo, mais il faudrait étudier école par école. On est en train d'en refaire quelques-unes, pas suffisamment à mon goût, ça sera l'objet d'une autre réunion. Mais vous savez qu'on avait lancé avec Barbara Dardé-Malaquin et Cécile Chevillard, on avait lancé un plan d'école. Aujourd'hui, on fait des écoles, j'allais dire, de luxe, mais on n'en fait pas beaucoup et il faudrait effectivement revoir tout le système et notamment la sécurité. Alors, est-il intéressant de positionner des bureaux de police municipale à des endroits stratégiques afin que les habitants puissent se sentir écoutés et entendus pour les diverses incivilités du quotidien? C'est David qui pose la question. C'est un problème de moyens, David, qui doit dire, je sais pas, c'est David qui doit avoir la réponse, je pense, mais c'est un problème de moyens. Euh, Beaucoup des gens qu'on rencontre se plaignent de la fermeture, de la non-utilisation de nous. Alors, je rappelle, je vais faire par le commencement. Je rappelle que j'avais décidé qu'il y a un commissaire, qu'il y a une antenne de la police municipale aux Fontaines. Ça a été un sujet compliqué à cause du foncier, etc. Mais aujourd'hui, il n'est pas utilisé ou sous-utilisé. C'est pas normal. Il y a une problématique aussi, on vient de le voir au Louvre d'ailleurs, sur des sujets spécifiques. Il y a une problématique, David, de police municipale à Tournord. On revient sur un sujet global de Tournord en matière d'équipement public par rapport à la population. Je rappelle ici, pour ceux qui n'y habitent pas ou qui voilà, s'y intéressent moins, que Tournord aujourd'hui, c'est exactement la même population que Joué-les-Tours, c'est-à-dire plus de 40 000 habitants, c'est-à-dire la deuxième ville du département. Et que les services publics en général, de police municipale, en sport, notamment, en éducation, en place, enfin, tous azimuts, on a un système qui est plutôt défaillant à tourneur par rapport à l'ensemble de la population. Bon, encore une fois, il faut y remédier, je l'ai dit tout à l'heure, on va porter des efforts importants sur le sujet. Comptez-vous fermer plutôt les épiceries et restaurants fast-food qui restent ouvertes très tard, qui cassent? Oui, je crois que là, il faut intervenir. Parce que c'est une question de Benoît. Il y a certains endroits, je vais prendre un endroit spécifique où euh, on a porté un effort particulier, nous, notre municipalité et la municipalité actuelle, il y a une continuité. C'est le centre qu'on a ouvert au coin de l'avenue de Gramont et de la rue Molière, qui est un centre pour personnes que je vais mettre entre guillemets, parce que c'est un terme qu'il faut employer désormais de façon particulière, d'autistes, et que juste à côté, il y a une épicerie là, et que un jour, j'allais faire euh, pour tout vous dire, j'allais à l'école Molière parce que il y avait un vide-grenier et l'un des responsables du centre d'autisme m'a attrapé et m'a dit, venez voir, venez voir, venez voir, je vais vous parler. Il voulait que je revoie les locaux, qui sont très adaptés, et tant mieux. C'était un effort très important à l'époque d'Édouard de Germay, d'Alexandre Chalque-Petitot, qui se sont battus pour que ce centre existe. La municipalité a repris le sujet et l'a fait, tant mieux. Mais aujourd'hui, il y a une épicerie qui casse tout le problème de ce centre. C'est un vrai sujet important et effectivement, tout le monde le sait ici, c'est des points d'attrait dans la ville qui nécessitent qu'on les ferme suffisamment tôt. On doit pouvoir arriver à trouver sa boîte de camembert ou sa boîte de Coca Zéro avant minuit. Je pense que c'est très acceptable. Ou même avant 10 heures. Enfin, il faudra qu'on en regarde. Alors, vous parliez de scrapping. Pouvez-vous nous réexpliquer SVP? Ben, je peux, oui. C'est une question de Brigitte. Le scrapping, c'est que on a lancé. Alors, je parle sous le contrôle de celui qui a travaillé sur le sujet, qui est Éric Brûlé. Éric Brûlé, c'est celui qui a piloté notre atelier sécurité et qui a mis en place la présentation que vous avez vue. Donc, je remercie. Le scrapping, c'est que vous lancez une demande à l'intelligence artificielle de
vous faire remonter tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, tous réseaux sociaux confondus, sur la ville de Tours, et vous triez par entrée, soit par quartier, soit par mot, code utilisé. Donc, on a fait ce scrapping pour l'ensemble. Enfin, on avait 4 axes importants. Je vais en oublier forcément, mais il y avait la sécurité, il y avait la mobilité, il y avait le cadre de vie, et le quatrième, il y a bien quelqu'un qui va me l'écrire sur mon tableau. Mais c'était et on a demandé à cette intelligence artificielle qui fait le tour des réseaux. Alors vous l'avez là, on vous l'a remis sur c'est le bilan des attentes par quartier. Donc sécurité, propreté, cadre de vie et mobilité. Donc j'avais oublié propreté. Et donc on remonte comme ça tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Alors ça n'a pas valeur, je le redis ici, merci de la question de Brigitte, ça n'a pas valeur scientifique, mais en tous les cas, ça a une vraie valeur de ressenti. En tous les cas, via les réseaux sociaux. Et quand je dis tous les réseaux sociaux, ça va de TikTok à Facebook, c'est-à-dire ceux qui sont utilisés par les moins jeunes et puis ceux qui sont utilisés par les plus jeunes pour voir un petit peu ce qui se dit. Et on ne remonte les informations que si le nom est cité. On ne peut pas avoir remonté une information s'il n'y a pas le mot Sanitas dedans. Pour qu'elle remonte l'information, il faut qu'il y ait le mot Sanitas, elle remonte, et il faut qu'il remonte aussi les questions de mobilité, de propreté, de cadre de vie ou de sécurité. Alors, vous parlez de scrapping, j'espère que j'étais clair. Qu'en est-il de l'efficacité de la Brigade verte et combien sont-ils? Ah, j'ai pas la réponse. Alors, la Brigade verte, c'est une création d'un maire visionnaire. Bon, il est 20h22, je blague, mais on avait lancé cette Brigade verte et je pense qu'elle avait été très agréablement appréciée. J'entends effectivement que les gens ne la voient pas suffisamment. C'est Gérard qui pose la question. Et j'entends que les gens ne la voient pas suffisamment et qu'il faut qu'elle soit plus dans la rue. Pour le coup, elle n'est pas soumise il n'y a pas le sujet avec la Brigade verte. Il n'y a pas la tension qu'il peut y avoir peut-être avec le bleu, puisqu'elle est en vert. Et on avait à l'époque mis à disposition de cette brigade beaucoup de petits objets de façon à convaincre les gens. Et notamment, c'est la question qui avait été posée tout à l'heure au sujet des poubelles, au sujet des mégots. On avait distribué des petits cendriers portatifs. On avait distribué vous savez, des petits sacs pour ramasser les crottes de chiens. On avait distribué plein de petits objets que la brigade verte avait. Et je pense qu'elle a été très bien accueillie. Je pense qu'il faut effectivement la remettre sur le terrain. C'est assez urgent. J'ai oublié une question. Ne craignez-vous pas, je suis désolé pour Olivier, ne craignez-vous pas que les délinquants de d'autres villes ne soient incarcérés à Tours s'il n'y a plus de place de prison? C'est une question d'Olivier. Je remercie. Mais je dis à Olivier, je ne sais pas s'il connaît bien ce qui se passe dans les maisons d'arrêt, mais je lui dis que déjà, si les 286 qui sont à la prison de Tours pouvaient être logés normalement, ce serait mieux, et ce serait notamment mieux pour le personnel pénitentiaire auquel il faut penser et qui est en première ligne. Donc, j'ai un petit mot pour le personnel pénitentiaire parce que franchement, quand ils sont dans des prisons avec 119 cellules et 286 personnes, leur travail est important et les juges le savent. Donc, c'est pour ça que on casse un peu finalement la chaîne de la sécurité. Verrons-nous, c'est une question de Bruno, verrons-nous plus de police spéciale? Oui, je l'ai répondu à cette question. Oui, oui, il faut. C'est pas simple parce qu'il faut aussi se mettre à la place de chacune et de chacun et pas faire des réponses démagogiques. Oui, il faut impérativement que la police soit mieux présente, plus présente sur le terrain et que, je le répète ici, il y ait une combinaison municipale nationale plus importante. On le voit bien. Moi, la police municipale, pour me balader à Tours toute la journée, quand je dis me balader, hein, on s'entend bien, aller d'un point à un autre, je trouve qu'on les voit plutôt correctement, peut-être trop dans leur voiture. Je trouve qu'on voit moins quand même la police nationale. Que faire contre les motards qui passent? Ah oui, alors ça, c'est un vrai sujet de Michael. Que faire quand j'ai répondu à la question déjà.
mais j'y réponds encore. Et étant motard moi-même et attentif à tout ce qui peut être lié de près ou de loin à la moto, et notamment les pistes cyclables qui sont des vraies problématiques pour les motards. Parce qu'on a mis, par exemple, je prends la rue Marceau de la rue de Buffon, on a mis des pierres pour séparer les lignes. Et pour les motards, c'est véritablement un casse-gueule. Mais effectivement, Churchill et Wagner, mais il n'y a pas que, hein. Il y a d'autres endroits. Euh, et sur ces deux boulevards, sans être dans un tout répressif, partout, il y a des villes, il y a des rues, l'État, il y a des rues qui méritent qu'on installe des radars. Des radars de vitesse et des radars de bruit. Aujourd'hui, les radars de bruit, ils sont connus, ils sont efficaces, ils prennent la plaque minéralogique, car il faut les développer. Parce que franchement, vous savez, il y a des études qui ont été faites. Un moteur, pas toujours de la moto d'ailleurs, hein, c'est aussi des scooters débridés ou des mobylettes, ce que j'appelle des mobylettes. Voilà, c'est que aujourd'hui, ces radars de bruit, ils sont au point, il faut les utiliser. Et aussi, c'est une demande, je l'ai vu, là, différentes associations, notamment liées à des accidents de la route, accidents de la rue. Il faut pas, sur certains axes, sans être dans le tout répressif, il faut pas hésiter à avoir des radars de vitesse, et notamment sur les deux axes qui ont été cités. Alors, du nouveau sur la salle prévue pour mettre à l'abri les familles des migrants sur le quai Paulbert. Ben non, j'ai pas de nouvelles. C'est Claudie qui pose la question. On n'a pas de nouvelles. Ceux qui étaient en conseil municipal avec moi ont entendu ce que la mairie souhaitait faire, euh, avec la même méthode. Il ne s'agit pas de dire du mal ici, on s'en fiche, mais il faut essayer d'avancer, euh, c'est-à-dire sans aucune consultation du quartier. C'est un quartier qui a son ADN, et à l'évidence, une maison des migrants qui s'appelle pas comme ça va bousculer les habitudes des gens. Ça mérite qu'on se penche dessus. Je crains que le coup ne soit parti, et j'ai été étonné d'ailleurs de constater que le financement de cette maison était à parité entre la commune, ce qui ne nous étonne pas beaucoup, mais aussi de la métropole, ce qui nous a un peu plus étonné. Mais je fais partie de ceux qui sont très attentifs euh, aux migrants, et je fais partie de ceux qui pensent que euh, le sujet n'est pas suffisamment bien traité, notamment parce que euh, la croissance démographique qu'il va y avoir dans certains pays nous obligera à avoir une réflexion poussée sur le sujet. Et je pense que la politique, c'est là qu'elle a tout son sens. Créer des maisons spécifiques aura forcément une répercussion sur le nombre de migrants non autorisés sur la ville de Tours. Alors, j'ai une longue question. Sachant que la formation de la police municipale se fait une fois par an, et sachant que les villes voisines moyennes comme Tours rencontrent des difficultés à recruter, comment allez-vous procéder pour attirer les nouveaux policiers sortant de formation, sachant qu'ils ont une préférence pour le Sud? Alors, c'est vrai, moins. C'est vrai, mais moins aujourd'hui. C'est vrai que, alors, pourquoi? Parce que la possibilité, c'est Anna qui pose la question, la possibilité de devenir policier, pour devenir policier municipal, il fallait certaines qualifications qui sont plus obligatoires aujourd'hui. Ça c'est un peu, les choses se sont un peu libérées. Il faut continuer ainsi, de façon à pouvoir mieux recruter nos policiers municipaux. Et comme vous le dites, Anna, ne pas se les faire piquer à la fin de leur formation par d'autres villes un peu rapaces, qui sont pas forcément dans le sud, mais qui sont des fois autour de nous, tout bêtement. Et les gens se disent, bah, tiens, j'étais formé à Tours, je vais aller voir ailleurs. Euh, voilà, mais je pense que euh, de l'autorité, une ville où il fait bon vivre, c'est-à-dire, c'est là où je réponds aussi à Claudie tout à l'heure, une ville où il est facile de circuler, une ville propre, pour quelqu'un qui veut s'engager, c'est aussi quelque chose d'important.
parce qu'il a à cœur de faire son métier dans des conditions intéressantes. Pour Martine, j'ai répondu pour la prison, donc je ne vais pas fournir aujourd'hui de lieu, mais en tous les cas, euh, on a étudié 2 lieux activement. On en fera part au moment où l'État nous dira la réponse qu'il entend donner à notre invitation. Y a-t-il plus de police cycliste en vélo? Elle sera-t-elle mise en place? Alors, le vélo est une solution aussi de proximité. Moi, je reste persuadé, le mieux, c'est à pied. Déjà, en vélo, on perd un peu. Moi qui circule à pied en vélo, je vois bien qu'en vélo, on perd aussi un peu de sujet. Ça permet quand même d'aller plus vite, ça permet d'aller à différents endroits. Donc, je pense que tout ça est une question de dosage qu'il faut laisser aussi aux techniciens. Alors, pour aller souvent dans notre ville en France, Tours n'est pas dangereuse, n'est pas sale, je crois qu'il faut quand même le dire, soyons fiers. C'est Esther qui nous parle. Alors, je suis désolé, mais les statistiques concernant Tours, elles sont malheureusement, c'est pas les nôtres, hein, c'est pas moi qui ai gratté sur un papier. Les statistiques de sécurité à Tours sont pas bonnes, elles sont moyennes. Alors, moi, j'ai beaucoup bougé. Il y a des villes auxquelles vous pouvez faire référence sur la propreté, je l'entends. Il y a de tout. Euh, on peut aussi faire référence à nos villes voisines, Orléans, Angers, Le Mans, où franchement, la propreté et les réseaux, en tous les cas, qui permettent de circuler sont quand même en bien meilleur état que les nôtres. Est-ce que Tours, pour l'autant, est une ville désagréable? Non. Une ville qu'on aime, c'est une ville où on habite tous. Et voilà. Est-ce qu'il faut se dire que parce que c'est pas bien ailleurs, il faut essayer de niveler par le bas? Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a une nécessité dans ce domaine de propreté euh, de faire des efforts. En tous les cas, ce sont des. Enfin, nous, on est plusieurs dizaines sur le terrain à faire du porte-à-porte. On a fait le scrapping. On entend ce sujet de la propreté. Il arrive dans les bouches très très vite et il arrive dans les bouches des gens de toute génération. Il y a des fois des sujets qui sont liés à la génération. Là, pas du tout. Alors là, je ne sais pas si je vais répondre à Claudie Foucault. C'est Foucault, hein. Les juges sont-ils aussi les juges sont aussi policiers, ne veulent pas emprisonner. Euh, oui, c'est un jugement de valeur. Je laisse à l'appréciation de chacun. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de polémique. Merci beaucoup pour la présentation, libre-échange, très bien. Présentation intéressante, merci. Je ne sais pas qui c'est, mais je le remercie. C'est Eric et Louis, bon, c'est super. Quand vous dites 100 policiers, ça veut dire combien de policiers disponibles par jour et par nuit? Alors ça, je ne sais pas répondre à cette question. Je suis désolé parce que effectivement, c'est une question d'équipe, mais c'est Gérard qui pose la question et je suis désolé de ne pas lui répondre précisément à cette question. On rentre dans la technique de la police municipale et si sa question est est-ce que c'est pas beaucoup? Oui, c'est pas beaucoup. Je vous le conseille. Voilà, si c'est pour voilà. On m'avait dit qu'il y avait 60 questions, mais il en reste 11, très bien. Certains particuliers laissent pousser de vrais arbustes sur les trottoirs, obligeant les piétons à descendre de trottoir. Oui, c'est vrai. C'est la question de Sylvie, et elle a raison, Sylvie. Alors, fleur de trottoir, c'est une opération que nous avions montée et qui a donné de bons résultats. Je le dis d'autant plus ici que je suis en compagnie de Marion-Nicolet Cabane et que si je dis l'inverse, la vie va devenir compliquée pour moi. Mais au-delà de ça, vous avez raison, Sylvie. Il y a franchement, il y a de l'abus. Il y a de l'abus.
Donc, quand on plante une graine, il faut savoir qu'elle peut éclore et qu'elle peut se développer et qu'il faut y mettre bon ordre. Je suis d'accord. Il y a plusieurs endroits dans la ville où je l'ai constaté moi aussi, où il faut vraiment euh, y mettre bon ordre. J'y adhère pleinement. Comptez-vous au fait que les trottoirs restent un espace public, même devant chez soi? Oui, toujours, Sylvie. Sylvie, je redis ici que les trottoirs sont ma priorité. Je le redis ici parce que on doit pouvoir circuler normalement sur des trottoirs sans qu'il y ait des arbres qui débordent, sans qu'il y ait des poubelles dessus, sans qu'il y ait des bouches d'égout qui bloquent la circulation, sans qu'il soit impossible de descendre parce que il y a une marche, etc., etc. Il faut être, on est tous piétons, on sera tous piétons, et c'est la priorité. C'est la priorité de la libre circulation dans Tours. C'est Victor. La question, comment faire revenir les clients en ville? Oh là. Alors, j'ai fait deux propositions. Je vous le redis ici. Vous pouvez retrouver toutes nos propositions sur tourpourtous.fr. Tourpourtous.fr, tout attaché. Dans les propositions, à chaque fois, vous retrouvez le contexte qui a nourri notre réflexion, vous trouvez la proposition, vous trouvez sa mise en œuvre et vous trouvez son budget. Parce que je le redis, il n'y a pas de proposition qui ne sera pas sincère, programmée, programmable et budgétée. Donc, je le redis ici pour répondre en préliminaire de la question, et j'ai perdu la question. Du coup, si on veut bien me la remettre devant les… Comment faire revenir client en ligne? Alors, quoi qu'en dise la mairie actuelle, la municipalité actuelle, il y a une problématique des commerçants qui est terrible. Alors, les commerçants, ils ont essuyé plusieurs vagues. Ils ont essuyé la vague du Covid, la guerre en Ukraine, Amazon et compagnie. Et aujourd'hui, force est de constater que tous les commerces indépendants, franchement, pour les croiser, pour les connaître de longue date, ils sont vraiment à l'os. Alors que véritablement, il y a un véritable sujet. Alors, j'ai fait deux propositions pour faire revenir les clients en ville, même si on s'écarte un peu du problème de sécurité. La première, c'est la deuxième heure de stationnement en surface offerte. C'est-à-dire que vous savez, aujourd'hui, vous venez en ville, vous payez 2 euros pour une heure, et puis après, ben, vous continuez de payer. Moi, je propose que on offre la deuxième heure. Alors, pourquoi pas la première heure? La première heure, elle signifierait qu'il y ait beaucoup trop de gens qui reprendraient leur voiture pour venir acheter une baguette de pain. Et je pense que personne, dans aucun des quartiers de la ville, n'a envie de ça. En revanche, la deuxième heure, ça permet de venir, de se poser. Et si on la combine avec la gratuité du stationnement en surface entre midi et 2, ça permet d'avoir 4 heures en ville. Donc ça permet aux commerçants, aux restaurateurs, d'avoir des gens qui sont reposés et qui ont envie d'être dans Tours. Et si les commerçants, et certains ont commencé à le faire, se mettaient à offrir la première heure en contrepartie d'un achat dans leur magasin, je pense qu'on arriverait à faire revenir beaucoup de gens. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, la ville manque d'une animation commerciale. Alors, les commerçants n'ont pas pris en charge, très bien. Je pense qu'il faut qu'on ait une cellule événementielle au sujet du centre-ville et des rues, de façon à ce que on attire les gens dans le centre-ville, qu'on les accueille agréablement, qu'on améliore encore, ça a été amélioré pendant le mandat actuel d'ailleurs, qu'on améliore les possibilités de stationner dans les parkings en ouvrage. Vous savez, c'est les parkings que vous trouvez à la gare, au Halles, à Anatole France, etc. De façon à ce que voilà, les gens reviennent avec bonheur dans la ville. Aujourd'hui, c'est pas un propos politique ni polémique. Les gens s'éloignent du centre-ville. C'est une réalité. D'ailleurs, j'ai déjeuné hier à l'heure tranquille. Je vois que l'heure tranquille, il y a 5, 6, 7 ans, on se demandait si l'heure tranquille n'allait pas fermer. Je vois que l'heure tranquille, tout va bien et qu'il y a de plus en plus de clients. Parce qu'effectivement, les clients vont désormais vers les malls qui sont à l'extérieur de la ville, ce qui est quand même un sujet incroyable.
et notamment de gens qui se prétendent liés à l'écologie, c'est que on fait sortir les gens de la ville. Alors c'est la ville des Courchemins, mais les Courchemins vers où, on ne sait pas trop. Donc je pense que notre centre-ville, il est sympa, il est agréable. Il faut le rendre encore plus agréable, il faut l'animer, il faut le faire vivre de façon à ce que les gens y soient heureux. Et une femme ou un homme heureux arrive toujours à mieux consommer. Peut-on avoir ce bilan des attentes par quartier? C'est Martine qui pose la question. Oui, Martine, vous l'avez eu, mais on va vous le mettre, sur le site. Alors d'abord, j'ai oublié de vous dire, mais on a dû vous le dire en introduction, quand vous vous êtes connecté, tout ce qu'on vient de se dire est enregistré et on pourra le redonner, on leur donnera des extraits, mais on redonnera notamment la présentation et vous retrouverez la présentation sur tourpourtous.fr. N'hésitez pas à vous connecter. Les deux dernières, c'est ça? Comptez-vous lutter activement contre les squatteurs et rassemblements sur la voie publique? La plupart sont des vendeurs de produits stupéfiants. Où est la police nationale? Depuis quelques années, on se voit. Alors, les squats, c'est sympa de dire qu'on va arrêter les squats. C'est Victor qui pose la question. C'est sympa de dire qu'on va arrêter les squats. La capacité municipale de le faire est quasiment nulle. Donc il faut être sincère. Quand on vous dit, moi je vous dis, je vous fais des propositions sincères. En revanche, c'est pas une bonne excuse. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas que c'est une bonne excuse. Et que effectivement, il y a un sujet, c'est dit dans la question d'ailleurs, de police nationale qui est important. Je suis pas pour redonner la patate chaude à chacun. Quand je vous propose de faire une prison, c'est quand même une prise en compte d'une sensibilité, d'une chaîne de la sécurité globale. Donc il faut que cette chaîne de la sécurité globale, elle fonctionne. Et ça, sur les squats, comme d'ailleurs pour les gens du voyage, hein, puisque ça n'a pas été abordé, parce que c'est peut-être moins sensible dans certains quartiers, c'est de l'ordre de la police nationale et de la préfecture qui, force est de le constater, c'est pas un reproche, en tous les cas pas encore, mais force est de le constater, n'est pas bien tenu dans ce domaine. Et donc, effectivement, il faut le travailler. Gérard qui nous remercie pour cette présentation intéressante. Tac, tac, merci. Et merci à vous. Tac, tac, tac. Eh ben, c'est à moi de vous dire merci. C'est à moi de vous dire merci puisque vous me remerciez. Je vous remercie. En tous les cas, l'idée c'était de transparent. L'idée c'était de vous faire des propositions. Je le redis ici parce que c'est fondamental dans mon approche euh, des futures élections que ces mesures elles soient sincères, qu'elles soient réalisables dans un calendrier fourni, c'est-à-dire plutôt dans l'ordre du mandat, qu'elles soient budgétées et qu'il y ait un tableau de bord qui soit affiché dans le hall de la mairie pour que chacun puisse suivre l'évolution de chacune de ces mesures. Je vais prendre une mesure, le nombre de caméras, voilà, qu'on affiche dans le hall de la ville, le nombre de caméras qui sont installées, mois par mois, c'est simple, hein, 100 par an, ça fait 10 par mois, parce que les mois d'été, c'est, voilà, ça fait 10 par mois, on va mettre en place un compteur, et ce compteur nous dira le nombre de caméras qui, voilà. Je vous tiendrai au courant du centre de supervision urbaine, comment ça avance avec les collègues maires des autres communes. Je vous tiendrai au courant du nombre de policiers. Il y en a 90 aujourd'hui. C'est pas suffisant, c'est pas. On vous tiendra au courant puisqu'on a fait une proposition dans ce sens-là. On vous tiendra au courant de d'avancée des discussions avec l'État au sujet d'une maison d'arrêt, etc. Enfin, sur l'ensemble des propositions, y compris de leur budget. Ah, j'ai un dernier petit mot, il est tard, mais j'ai un dernier petit mot, parce que vous allez me dire, mais il n'y a pas eu de question sur le sujet, mais vous trouvez où l'argent? Je vous réponds quand même parce que c'est important. Je vous ai dit qu'on faisait 10 millions d'euros de plus par an sur la voirie, qu'on faisait 19 millions d'euros sur l'éclairage, qu'on faisait sur les caméras, donc sur les policiers municipales, 1,5 million, de l'ordre d'1,5 million plus les caméras. Alors, sur les sujets métropolitains qui sont la voirie et l'éclairage, je, je, vous savez qu'il y a un plan vélo qui était à 180 millions d'euros sur 10 ans. On a déjà dépensé 70, il nous reste 110, on va le couper en deux. Et on va déjà retrouver une force de frappe de 55 millions d'euros. Idem, je le redis ici,
j'arrêterai, la ligne de tramway, le tracé de la ligne 2 de tramway telle qu'elle est là aujourd'hui, parce qu'elle est coûteuse, déficitaire et pas financée. Donc je l'arrêterai et continuerai la ligne de tramway entre le carrefour de Verdun et l'hôpital Trousseau, mais pas les extensions vers la Papeterie à Chambray, ni vers la Riche. Là aussi, on va gagner beaucoup d'argent. Et je l'arrêterai d'autant plus que, comme vous avez pu le constater, étonnamment, étonnamment, euh, les travaux n'ont pas commencé. Donc, ça paraît assez flou. Et une femme politique de premier plan, de gauche, disait toujours, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà, mais je voulais vous dire que ces mesures, tout ce que je vous ai dit, est finançable, et qu'on sait où trouver l'argent sans faire appel à l'impôt supplémentaire, puisque la première des mesures que j'avais publiées, je crois, au mois de mai, était zéro, c'était le chiffre zéro, c'était zéro impôt foncier supplémentaire pendant toute la durée du mandat. Voilà, je vous remercie. J'étais bavard, bavard, bavard. Vous avez été nombreux à poser 1000 questions. Tant mieux. Je sais que le sujet vous passionne. Euh, on recommencera un webinaire. Je pense qu'un webinaire mobilité vous intéressera particulièrement, notamment autour de plusieurs thématiques. On en a parlé de beaucoup aujourd'hui, des piétons, des vélos, du transport, du tramway, de la ligne 2, du transport gratuit, soi-disant gratuit. On en reparlera et ça peut faire l'objet d'un autre webinaire. Je vous dis à bientôt, je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée, il est déjà tard, donc je vous laisse à vos foyers respectifs et je vous souhaite une très très belle soirée. Merci.